Jean-Paul, qui est là comme à chaque lundi. Bonjour, M. Paul. Bonjour, Gagnon. Vous allez bien? Oui, très bien. On s'est manqué quelques lundis. Saint-Jean-Baptiste, Fête du Canada. Il y a toutes sortes de choses là, qui sont arrivées. Bon, puis les vacances qui s'en viennent, voilà. Puis vous aussi, puis c'est normal. Ben oui. La semaine prochaine, on va vous perdre. Ben oui. Alors, on va être là. Excellent. Alors, aujourd'hui, on va faire notre revue des marchés, évidemment. Compte tenu qu'on était quelques semaines, en tout cas de mon côté, évidemment, vous pouvez continuer de votre côté, mais sans que je la fasse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit rétrospective des principaux market movers, qu'on appelle, et on va le regarder du point de vue évolution graphique, voilà. Et aussi, aujourd'hui, on va parler en deuxième segment de GoPro Go. Alors, on sait que c'était l'IPO de GoPro. Récemment, un IPO qui a été très bien reçu, une des meilleures récemment. Je conserve, en tout cas, à 35 jusqu'au premier résultat financier, on verra. Voilà, on va voir une thématique sur cette entreprise-là, puis comment aussi les investisseurs peuvent en bénéficier. Alors, on y va avec nos données économiques. Perspective de nos market movers, évidemment. Prêt à la consommation. Vous en touchez souvent un mot ici. Si on regarde ça depuis 2011, on s'entend qu'on a eu une bonne baisse. Et là, on est dans un mouvement d'anti qui nous tient toujours aux environs de 2 Bon, évidemment, ce n'est pas nécessairement là, de ce matin. C'est les derniers résultats disponibles. Là. Et on voit qu'il y a une légère remontée, mais rien de dramatique. On est toujours, je pense, en équilibre là, sur la ligne du 2 qui est, je pense, à quelque part le benchmark. Nouvelle construction résidentielle, ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé le graphique. Écoutez, c'est en constance hausse depuis déjà un bon moment. Il y a un petit peu de stagnation en ce moment. Je pense qu'il faut s'y attendre un petit peu. Mais si on regarde ça, évidemment, là, on est en train de perdre 2008 là, dans nos graphiques. Avec le temps, ça s'efface. Mais on voit qu'on était en 2009, là, c'était pas rose et actuellement, ça va très bien. Toujours dans le même domaine, les ventes de maisons existantes. Bon, ça, il y a eu un petit recul, on le voit là, dans les derniers mois. C'est l'été, les 3 mois de l'année où il n'y a pas fait beau, alors les gens ne sortaient pas pour aller chercher des maisons. Puis, vous l'avez dit souvent, on a vécu un hiver terrible, là, que les répercussions se font sentir. Bien que le dernier résultat, lui, était à la hausse, donc encourageant à ce niveau-là. Les taux d'intérêt, c'est pas mal stable. Même il y avait une hausse, puis il y a eu une légère baisse dernièrement. Même au Canada, là, il y a une petite guerre d'auto qui s'est mise en branle. C'est pas le cas aux États-Unis, par exemple. Moins non, effectivement. Si on regarde les ventes de maisons neuves maintenant, certaines, il y a une bonne hausse, stabilisation, mais un bon résultat là, au mois de mai. On a eu une résultat. Et on le voit, les taux d'intérêt, encore une fois, sont inversement proportionnels là, au bon comportement des ventes de maisons neuves. Confiance du consommateur, ça, c'est Conference Board. C'est pas les Michigan, on va voir le Michigan un petit peu plus tard. Quand même, au niveau de la confiance en tant que telle, on voit là, que ça se maintient à assez haut niveau. Et on voit ici les ventes au détail qui sont quand même assez intéressantes. On a eu des baisses. Hein. Ça, c'est probablement que ça va encore janvier-février. La période, voilà, effectivement. Puis là, on connaît des hausses à nouveau. En tout cas, à ce niveau-là, de façon générale, on ne peut pas dire que l'économie se porte mal, du moment à qui on parle, évidemment. Là. Mais, évidemment, Wall Street veut voir ça aussi. Commande de biens durables, ça, évidemment, c'est pas mal en dents de scie. Dernier résultat était légèrement négatif, mensuel. L'annuel, on est toujours au-dessus. On est quand même en territoire positif, là. Ça aussi... la raison pour laquelle ça fluctue beaucoup, là, c'est les commandes de biens durables. Ça comprend aussi le secteur aérien, tout ça. Alors, aérien, automobile, tous ces trucs-là, c'est sûr que ça fait fluctuer bien gros. Produit intérieur brut, ma lecture est-tu correcte? Elle était négative. Oui, OK. Moins 2,9. Je regardais mon graphique, je me disais, bon, il Non, moins 2,9. C'est assez... Ça a donné un coup, ça, un choc. Oui, effectivement. Ça n'a pas trop paru parce qu'on a battu des records tous les temps. On est dans une période où, on le dit souvent, les bonnes nouvelles sont bien interprétées, là. Les mauvaises nouvelles, actuellement, sont considérées comme des bonnes nouvelles. Fait que, bon. C'est parce qu'ils se disent la fête va retarder. Ce matin, ça baisse parce que là, avec les chiffres d'emploi qu'on a eu jeudi, on se dit que ils vont peut-être les hausser plus vite qu'on pense. Oui, bien là, c'est vraiment ça qui va finir. De mentalité. C'est là que ça va finir par attraper le marché. Mais pour le moment, tout est beau dans la marquise, puis on ne viendra pas jouer les troubles fêtes. Le sentiment du consommateur, ça, c'est le Michigan Index, qui est à des niveaux assez intéressants. Vous m'aviez dit qu'avec votre mémoire d'éléphant, on a déjà eu des niveaux plus élevés que ça, bien des années, mais on s'entend que
quand on oscille entre 80 et 85, on est dans des niveaux assez élevés. Un mois légèrement à la baisse, un mois légèrement à la hausse. Fait que théoriquement, de ce côté-là, pas vraiment rien de dramatique. La confiance est là. Les ventes au détail sont bonnes. Alors, tout s'ensuit. Parce qu'au début des années 2000, autour de 107. 107? Tout allait bien, Madame la Marquise, comme on dit. Ah, ça peut aller au-dessus de 100, cette affaire-là. Oh, oui, okay, définitivement. okay. Ah, oui. C'est vraiment... parce que depuis 2001, là, ça n'existe plus, ça. Non. Ils ont capé ça à 100. Ils ont de la misère. Ils ont pensé changer le 100 pour 90 pour le faire mieux ça depuis 2000. Non, effectivement. Oh là là, je ne savais pas que ça allait si haut que ça. Mais là, en tout cas, dans l'économie moderne, c'est des bons niveaux de confiance de consommateur. Alors, l'économie de la semaine dernière, maintenant, pour être plus de notre temps, là, on a vu, là, dans le fond, ce qu'on a vu là tantôt, c'est depuis 2 ans, l'évolution des différents indicateurs économiques. L'indice manufacturier ISM, vous me corrigez si mes données ne sont pas bonnes en temps réel, là. On a eu une légère baisse, vraiment pas grand-chose, 0,1, mais et ça n'a pas tellement paru non plus. Non. Mais c'était quand même, théoriquement, il est rouge parce qu'on n'a pas le choix. Oui, mais il est en haut de 50, pareil. Voilà, c'est ça. Le benchmark, c'est 50. Ils sont au-dessus de 50, ça va bien. En bas de 50, c'est moins bien. Alors, regardez d'ailleurs, juste pour vous dire, théoriquement, on a quand même eu un virgule de moins. Ouais. Mais les marchés, eux autres, ont trouvé ça bien spectaculaire parce que ça, c'est la journée, là, à 10 h, c'est l'ISM, regardez ça. Ça a parti, ça a monté toute la journée. C'était rien passé vraiment en pre-market, c'est normal, l'indice est à 10 h, donc ça n'influence pas le prix du marché. Voici l'indice manufacturier. Et comme vous disiez tantôt, le fameux 50, là, en fait, il est juste ici, la ligne de 50. Là, ici, on a 52 puis 48, donc 50, on est ici, alors on est très au-dessus. En fait, on n'a pas eu... On a frisé le 50 en 2012, un petit peu en 2013, mais en 2008, on était tombé en bas du 50. Je pense qu'on allait jusqu'à 45 de mémoire. Et on a eu quand même une baisse assez... Je me demande si c'est pas... non, il y a une... 33 qu'on a atteint. 33 qu'on a atteint en 2008? Oh boy! Écoutez, les gars, c'est pas sur le graphique, là. Non. Il faudrait rajouter une coupe de lignes en bas. Ouais. On avait une bonne baisse en début, fin d'année. À un moment donné, il y a une petite peur là, d'un mois à l'autre, à part l'erreur qu'ils ont faite le mois passé. Ouais, ça, c'est une autre histoire qu'ils ont corrigée. Ça paraît plus sur le graphique. Deux fois dans la même journée, c'est ça. Ils ont battu un record. Mais on est reparti là, depuis ce temps-là. Puis là, on est revenu à des niveaux intéressants. Mais on n'est pas encore au niveau, au sommet qu'on a eu en 2013. Votre grande mémoire, rapidement, des sommets là-dedans, vous en souvenez-vous? Je peux aller vérifier tout de suite. Là, ça doit être autour de 60 quelques dans les années 2000. Oui, vous avez raison. Il me semble que j'avais entendu dire ça. Dans les environs de 60 et quelques. Je laisse vérifier ça. Je vais vous le dire tout de suite. Mais je pense que, il me semble que j'avais vu quelque part un article qui mentionnait 60,6. On a atteint 69 dans les années 80, mais disons, on ne retournera pas à Mathusalem. Là. Ouais. Depuis l'an 2000, 66. 60,6. Ouais. Mais vous disiez 69. C'est plus haut. Dans le temps des années 80. Alors, bon, on n'est pas là, mais on est en santé tant qu'on est au-dessus du 50. Création d'emplois, jeudi, le 3 juillet, là, la veille de la fête de l'Independence Day. 217, donc c'était positif, si mes chiffres sont bons. Non, ils ne sont pas bons. Ils sont pas bons. 288. 288, bon, ben là, on va parler à notre recherchiste. 288, 217. C'est la faute du recherchiste. 217, c'est l'ancien chiffre. L'ancien chiffre, bon, ils sont une semaine en retard, en vacances. Et pourtant, c'était révisé à 224. Alors, la bonne nouvelle là-dedans, il y en avait deux. D'abord, révise positivement le mois précédent. Et là, vous dépassez, on prévoyait 215, on a eu 288. Alors, c'était là la donc, grosse c'était 288, mais le chiffre révisé, vous êtes révisé en... À 224. Récemment, là? Jeudi. OK. Donc... quelqu'un qui va se faire parler. Oui, non, c'est parce que c'est le changement d'emploi privé pour endroit qu'il n'y a pas pris la bonne ligne. Non. On va revenir avec Michel Nadeau dans un instant, tout de suite. Je pense que c'est un des papes, premier appel public à l'épargne qui marche comme du monde là, depuis un bon moment. C'est celui du lancement de GoPro qui est entré en bourse le 25 juin dernier et passé de 24 à 42,36. Alors, la petite caméra fait du chemin, même en bourse. Effectivement, et on voit un paquet de gens heureux ici, dont le président, là, la chemise bleue, Nick Waldman, et sa conjointe, juste à sa droite. C'est eux qui ont démarré ça. Alors, c'est l'entrée en bourse, évidemment, de GoPro.
Concepteur de caméra légère, compacte, haute performance, ultra portative, durable et imperméable. Alors, on voit qu'on vient un peu d'expliquer le succès de cette caméra-là. Très utilisée en sport extrême. Une entreprise fondée en 2004, c'est quand même récent, là, par Nick Woodman et sa femme, située à San Mateo, en Californie, dans la Mecque des entreprises de technologie. Fondateur, 39 ans, M. Woodman, nouvellement milliardaire, instantané, grâce à l'entreprise née de sa passion, qui était le surf. Oui, effectivement, en 2002, il est allé faire du surf en Indonésie, puis il s'est dit, coudonc, ça serait donc le fun si je pouvais me filmer en même temps. Voilà. Alors, il a créé ses premières caméras pour combler, c'est comme vous dites, combler son besoin de prendre de bonnes photos pendant qu'il faisait du surf. Alors, voici quelques petites photos là, montrant son ascension. Alors, de gauche à droite, à 17 ans, bien, déjà, il était entrepreneur. Il vendait des T-shirts sur le surfing pour se faire de l'argent de poche. À 25 ans, son premier prototype, caméra avec à pellicule 35 mm. Et on le voit ici avec son père. Son père qui a quand même eu un petit coup de pouce, M. Woodman, malgré tout. Là. Son père qui a été son premier investisseur avec un 200 000. Alors, il doit être heureux, papa, aujourd'hui. Je ne sais pas combien d'actions ça lui a donné, ou c'est juste un prêt. En tout cas, c'est sûr que si c'est des actions, ça va avoir une coupe de sous. Alors, l'évolution, bon, évidemment, c'est une photo un peu cocasse, là, mais quand même pour démontrer un peu ce que ça va l'air avant l'arrivée de GoPro. Disons que c'était un peu gros. Hein, comme ça prenait un gros casque pour transporter tout ça. Alors même les premières GoPro étaient très rudimentaires et ne pouvaient prendre que des photos, pas de vidéo. Le champ de batterie, ça. Oui, effectivement. Ça prend un coup bien développé. Oui. Puis est venue ensuite la vidéo, mais seulement pour 10 secondes. Hein. Au début, là, ça a 10 secondes de vidéo max sur leur caméra. Produit, les avancées technologiques, évidemment, le timing est bon. Hein. En général, on permet à Woodman de démocratiser la capacité d'enregistrer de la vidéo, parce que c'est ça le problème, de haute définition, hein, à faible coût. C'est tous des mots dans la même phrase là, qui n'étaient pas évidents il y a 10 ans. À haute définition, rapide et à faible coût, là, avec une versatilité à laquelle le public n'avait jamais connu à ce jour. Alors, GoPro devient mainstream. Aujourd'hui, l'utilisation de GoPro a grandement dépassé le sport extrême. Les consommateurs trouvent sans cesse de nouvelles façons d'exploiter leur grande versatilité. Les athlètes, évidemment, les corps policiers, cinéastes, écuries de course automobile, ils mettent ça sur les véhicules, le militaire, l'utilisation récréative. Et regardez quelques exemples ici de ce qu'on peut faire avec un gros GoPro. On peut à peu près mettre ça n'importe où. Oui, bien aujourd'hui, l'utilité, d'ailleurs, les gens qui s'occupent d'aviation au Québec, ils ont un petit volume, l'ACTA, et puis ils parlent beaucoup des drones, l'arrivée des drones. Oui, effectivement. Et on se sert beaucoup des drones avec ce genre d'appareil-là, pour être capable de prendre des photos. On prend des photos tout à fait exceptionnelles aujourd'hui. Vous avez raison. Du vidéo. Vous avez raison. On a même tourné une vidéo du 4 juillet, la semaine dernière, avec un drone et une GoPro, justement, où on était en plein cœur du feu d'artifice. Incroyable. C'est illégal de faire ça, là, mais ils l'ont fait pareil. Non, mais là, vous êtes infesté de drones, c'est pas drôle. Voilà, peut-être dans vos vacances, dans votre jardinage, vous pourriez vous installer une GoPro pour nous montrer un petit peu ce que ça a une journée typique. Non, c'est correct, c'est bon. On passe un tour. GoPro s'est rangé sous le symbole GPRO sur le Nasdaq. Le prix initial était fixé à 24, c'est ouvert à 28,65 à sa première journée, le 26 juin 2014. Avec 123 millions d'actions en circulation, ça lui a donné une capitalisation de 3,5 milliards. Alors, ça, c'est incroyable. Et ça, c'était à l'ouverture. Alors, Nick Woodman, notre ami Woodman, avec son 48 d'actions, il est devenu évidemment un milliardaire instantané. Durant les 4 jours qui ont suivi l'arrivée de ce pape-là, les actions ont connu une ascension fulgurante pour atteindre un sommet de 49. Alors, c'est énorme là, quand on pense que ça a démarré aux environs de... C'est parce que nous autres, on était en congé ce journée-là quand c'est arrivé, c'était le 1er juillet. C'est vrai, vous avez bien raison, on a manqué ça. Alors, vous avez bien raison. Regardez, la capitalisation, elle a doublé en l'espace de quelques jours. On est passé de 3 milliards à 6 milliards. Maintenant, bon, vous allez voir qu'il y a des critiques aussi là-dessus. Regardez le graphique, c'est assez incroyable. Là. Et ça décolle ici, là, première journée, un petit gap, ça monte le lendemain, un gap, ça monte, un autre gap. Écoutez, ça a été assez...
fulgurant. Puis là, évidemment, on a eu une petite retrace récente. D'ailleurs, les critiques, hein, parce que c'est beau, là, il faut faire la part des choses, on est ici pour ça. Là. Depuis 2009, c'est vendu plus de 8,5 millions de caméras. Certains investisseurs et critiques craignent que la demande ralentisse de façon importante. Des personnalités connues telles que Kevin O'Leary, que vous connaissez peut-être, là, Kevin O'Leary, qui est souvent votre pendant sur des postes anglophones. Dragon Dan, c'est lui, Shark, c'est un Ah, oui. qui est aussi un investisseur aguerri, dit que le titre ralentirait à 50 $ et qu'il sera même vendeur à découvert à ce prix-là. Bon, il est réputé, hein, il a vendu à découvert RIM à l'époque où ça a commencé à descendre, là, mais il se trompe des fois aussi. Là. Mais bon, c'est un coloré, mais quand même, il est respecté dans le milieu. Donc, lui, il pense qu'à 50 $, là, ça va devenir peut-être là, une barre difficile à traverser pour le titre. Il existe plusieurs sceptiques envers GPRO, là, c'est pas GR, c'est GP. Plusieurs disent que GPRO est déjà surévalué. La nature du produit va forcer éventuellement le prix d'action à la baisse. Il s'est vendu 3,8 millions de caméras en 2013 pour 985 millions de revenus. Et le fameux Kevin qui revient dans un entrevue à CNBC, lui, il dit que c'est une mode passagère qui va rapidement dépasser par le fait qu'on a tout à ça des caméras sur nos cellulaires et que de plus en plus, les gens se servent de ça. Ouais, mais il y a un contrepoids à ça. Oui. Allez-y, vous êtes en train. Puis on ne s'est pas parlé avant. Tant qu'à faire le clown. Oui, c'est ça. Voilà. Non, mais. Non, je suis bien d'accord avec vous. D'accord avec vous. Et regardez ce que les gens disent. On ne sait pas. Ah, ça vous va bien. Non, mais ça. Il est fait. Je me demande si c'est pas lui qui avait dit. Il fallait que je prenne le mien. Non, mais là. On peut-tu se parler? Non, oui, c'est ça. Alors, regardez ce que les gens disent. Hein. Ça va un peu la. D'autres personnes pensent que les meilleurs gros pots prennent justement avantage d'un marché où les consommateurs ont besoin de caméras robustes et compactes parce que nos selles, c'est pas robuste et compact. Il faut bien se comprendre. Pas une petite photo de même, là, mais tu commences à pas faire de la plongée sous-marine avec ça, puis faire du surf non plus, puis la course automobile, mettre ça en avant du bumper, là, ça risque de manger des coups un petit peu. Tu fais juste éternuer, tu brises. Ben non, c'est ça, effectivement. Puis regardez aussi ce qu'ils disent. Ils misent sur le fait que dans plusieurs situations, les gens ne veulent pas risquer, c'est ce qu'on dit, d'endommager leur téléphone cellulaire qui, on s'entend, aujourd'hui, ne sont pas donnés, hein, les téléphones cellulaires. Là. Ça sent la craque. Ouais, fait que là, tu y penses 2 fois avant de te mettre ça dans le front puis faire le plongeon de la mort. Là. Donc, c'est pour ça que, voyez-vous, il y a des critiques puis il y a ceux qui sont les supporters. Il faudra voir, hein, le marché a toujours raison. On va suivre l'évolution du titre là, dans les semaines qui vont venir. GoPro a su trouver une niche dans le marché avec son format, son branding, puis une panoplie de harnais, d'attaches puis de supports. Hein, c'est incroyable pour ces caméras-là. Puis également, les accessoires intuitifs et sexy de GoPro sont en grande partie responsables de son succès. Alors, les stratégies d'investissement maintenant, parce qu'il faut aussi aborder ce point-là. Hein, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, nous autres, des investisseurs? Bien, depuis, évidemment, que ça a débuté, ça demande une grande volatilité. Ça, c'est idéal pour ceux qui veulent faire du day trade, hein, des journées bien fun quand on day trade. GoPro répond bien à des configurations chartistes intra-séance. On a remarqué ça, nous, dans les jours qui ont passé. Mais l'absence d'historique n'est pas un problème pour celui qui fait du day trade. Parce que day trade, on est à la minute, aux 5 minutes, l'historique n'a pas d'importance. Mais si on veut faire un investissement actif, swing trade, là, c'est d'autres choses. On pourrait expérimenter un repli à l'approche du 50 $, donc il faudra faire attention pour être un candidat short. L'absence d'historique, là, peut compliquer l'analyse. Si tu n'as pas d'historique, faire du moyen terme, c'est compliqué. Probablement, une stratégie d'option bidirectionnelle serait le plus appropriée là-dessus, surtout que CBOE devait lancer des options aujourd'hui. Je ne sais pas, on pourrait peut-être faire une petite recherche en tout. Bon, je ne sais pas si vous êtes capable, il nous reste peut-être quelques secondes, là, à savoir si ils ont... si c'est fait. Oui, c'est fait. C'est fait? Il y a des calls le 15 janvier, là. OK. Alors, ça veut dire qu'il faudra aller voir... Entre 15,70 19,30, là. En tout cas, pour... il est bon jusqu'au 17 janvier 2015. Bon, donc c'est sorti. Les C25. Il s'agirait de faire des stratégies d'options, là. Ça serait le problème le plus approprié parce que ça peut aller d'un bord comme de l'autre. Ça peut reculer celui-là puis monter là, il y a des puts aussi. Il y a les calls, il y a des puts. Bon, alors... il y a des 25, des 26 jusqu'à 33. Bon, stratégie directionnelle, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux dans le cas présent. Excellent. On va revenir avec les questions tout de suite. Oui, c'est ça. Alors, on y va avec les questions. Michel et Jean-Paul qui sont de retour. La première concerne Michel Nadeau.
La tante Alberta, là, est donc populaire. Hein? Ah oui, Et qui est populaire, tante Alberta. C'est Yves de Beauport qui voulait qu'on lui reparle du fameux portefeuille de tante Alberta et il avait oublié le nom de votre tante. Ah ben juste un rappel, François. Quand j'étais premier vice-président, directeur général de la Caisse de dépôt, j'avais 950 employés, j'avais 325 professionnels en placement qui scrutaient tous les marchés de la planète. Tout aussi bien payés les uns que les autres. Tous aussi bien payés. Et là, en février, c'était les fêtes, les fêtes avant l'Avent. Et là, j'avais une de mes tantes qui était née en 1905. Et en 1905, la province d'Alberta est entrée dans la Confédération. Et à ce moment-là, beaucoup de petites filles s'étaient fait donner le nom d'Alberta. Et ma tante Alberta avait dans son portefeuille 4 titres. Un portefeuille indiciel d'obligations, d'actions canadiennes, actions américaines et actions internationales Europe-Asie. Et là, on comparait tous les deux, moi avec mon savoir et tout, la groupe Adeline et tout ça. Et je vous dis, malheureusement, les premières fois, je la bravais devant mes frères et sœurs et oncles et tantes. C'était pas une bonne idée, je pense. C'était pas une bonne idée parce que 2 années sur 3, elle m'humiliait. Ah, oui. Elle m'humiliait, là. Mais elle était très... Mais après, on allait dans le salon, là, on se parlait franchement, elle sortait son chiffre, je sortais le mien. C'est maudit. Alors, elle l'avait encore. L'an passé, d'ailleurs, le portefeuille de ma tante Alberta... On va le voir, là, d'ailleurs. Là, on va le voir, a affiché 21,5 % alors que la majorité des rendements... Elle a encore battu à la caisse. Elle a encore battu à la caisse. Tout le monde était à 13 % Alors donc, vous avez le portefeuille d'obligations à court terme, actions canadiennes, actions américaines, actions internationales, et sont tous des fonds négociés en bourse, ou en anglais ETF. Avant, je me servais surtout des iShares de BlackRock, mais là, j'ai ajouté les codes de la Banque de Montréal, BMO, qui a réduit beaucoup ses frais de gestion. Alors donc, ça, c'est un portefeuille en termes de frais de gestion qui va vous coûter un quart de 1 un quart, un cinquième de 1 à peu près. C'est pas cher par rapport au fonds mutuel à 2,5 %. Alors, ce que je ferai cette semaine, là, je vais tout faire pour vous mettre ça sur, avec la permission de Michel, mettre ça sur notre page Facebook dont on s'investit, puis vous l'aurez en permanence. Alors, c'est ça. Donc, on le vérifiera au retour des vacances des fêtes. L'année prochaine. On a marqué tante Alberta quelque part, là. Oui. Ouais, je vais le marquer, d'ailleurs. Portefeuille A pour Alberta. Et il faut dire que au Musée des Beaux-Arts, j'en parlais tout à l'heure, on a des grands experts autour de la table sur le comité de placement et notre portefeuille est assez voisin. Évidemment, je ne l'aurais pas dit là, que c'était celui que... Mais là, ils le savent. Ça me prendrait une photo, Michel, la prochaine fois, là. OK, on y va. Noël Saint-Georges de Beauce qui nous a écrit, qui dit... j'ai 65 ans, je suis retraité, j'ai 100 000 dans le fonds FTQ. Je me questionne à savoir si je laisse ce montant REER dans le fonds, si je le transfère à mon compte d'ISNAT, je les place dans les FNB, peut-être une idée pour aller dans les FNB. Il nous suggère enlever le fonds XSB. Bon, est-ce que le portefeuille de tante Alberta suggéré par M. Nadeau est toujours de mise? Il semblerait que oui. Il va y avoir quelques trucs. Ce qu'il faut faire, d'abord, vous ne pourrez pas vendre vos unités du Fonds de solidarité que vous avez achetées au cours des 2 dernières années. Quand vous mettez de l'argent dans le Fonds de solidarité, il faut que vous le laissiez au moins 2 ans. Alors donc, mais tout le reste, oui, à partir de 65 ans, on peut le retirer. Le fonds offre une alternative. Ça s'appelle Sécurifonds, où là, vous avez des fonds qui sont gérés par SSQ. Okay. Donc, là, je dois dire, je suis administrateur de SSQ, je suis en conflit d'intérêt. Donc, je ne ferai pas de commentaires, mais ce sont des fonds gérés avec très peu de frais de gestion. C'est des fonds d'SSQ, donc vous avez accès à des fonds garantis, parce que là, évidemment, on ne joue pas. Le capital est garanti, on ne joue pas avec la bourse. Là. Alors donc, c'est une option. Sinon, oui, vous pouvez le sortir puis le mettre chez un courtier, mais l'idée je pense que moi, je ne les laisserais pas en unité du Fonds de solidarité parce que ça peut baisser.
ça peut baisser. Le Fonds de solidarité, c'est du capital de risque pour au moins 60 de son avoir. Donc, moi, je regarderais soit l'option interne du Sécurifonds du Fonds de solidarité ou, encore une fois, un portefeuille comme celui qu'on vient de présenter. Donc, je pense que l'une et l'autre des options sont valables, à mon avis. Oui, et je pense qu'effectivement, une saine allocation est toujours bonne. C'est sûr, on ne sait pas non plus, ce 100 000-là, c'est-tu un 100 000 d'un 10 millions qu'il y a? C'est une autre histoire. C'est son seul 100 000 La qu'il y a. dame dit qu'elle n'a pas à retirer d'argent de ce montant avant au moins 5 ans. Donc, il y a une tolérance au risque. C'est pour ça qu'elle dit, moi, je ne veux pas mettre d'argent dans les taux d'intérêt, je veux le mettre en bourse. Elle a un peu raison. Elle dit, moi, sur 5 ans, là, je suis prêt à prendre une baisse durant 1 an ou 2 ans. Puis, mais dans 5 ans, ça va probablement être à la hausse. Je pense qu'une partie, dans le fond, que vous parlez, tante Alberta, elle pourrait aussi en avoir une partie dans un courtier. Elle parle de Disney, elle a sûrement un compte avec eux, un accès direct. Mais là, il faut évidemment savoir ce qu'on fait. Mais il y a tellement d'instruments aujourd'hui, des ETF, des fonds négociés en bourse, que c'est beaucoup plus sécuritaire que ce l'était. Exactement. En tout cas, il ne faudra pas qu'elle se lance dans l'IPO de gros pros, là. Il faut rester là, un peu plus, dans les choses plus conservateurs. Plus sérieuses. Prochaine question, François Hull qui nous écrit « Orbit sort de sa coquille depuis quelques jours, pratiquement depuis le passage du nouveau président à votre émission. » C'est prêter beaucoup d'intérêt pour notre émission par rapport au passage, mais effectivement, lorsqu'il est venu ici le 16, depuis le 16, il est passé de 33 à 64,7, il a doublé. Alors, est-ce un bon signe, François Hull qui nous écrit? Ben moi, je dirais que Orbit, j'y ai toujours cru, mais on me disait, le but d'Orbit, c'est de remplacer la bauxite avec de l'oxyde de manganèse à partir de l'usine de Capcha. Donc, on a au Québec ici un matériau qui va remplacer la bauxite qui est importée de Guyane, de Jamaïque et d'ailleurs. Alors, mais maintenant, c'est plus ça. Là, on fait des produits très fins, on recycle des déchets miniers de d'autres entreprises et en troisième lieu, ça va être de fabriquer un substitut à la bauxite. Donc, c'est un changement complet de plan d'affaires. Ben, moi, j'espère qu'ils ont raison, mais j'avais un beau rêve, là, puis là, on me dit non, ton affaire, là, remplacer la bauxite, parce que je me disais, il me semble qu'avec de la bauxite, on achète les usines d'Alcoa puis d'Alcan, Rio Tinto, il y a un marché formidable ici au Québec, mais non, là, ça semble être moins. Il y a l'alumine de haute pureté, là, par exemple, 99,99 qui sert d'alliage pour l'aviation, entre autres. Ça, c'est très en demande, c'est lui qui est payant. C'est pas l'autre alumine qui était payant, là, c'est celui-là. Alors, on veut se concentrer sur celui-là à l'usine de Capcha. En tout cas, ça, c'est nouveau, François. C'est parce qu'au départ de Richard Boudreau, là, c'était 2 usines en même temps qui partaient. Là, puis là, c'est là que peut-être qu'il a failli se casser le nez un peu. Puis Glenn Kelly est arrivé et il a dit « Wow, un instant, il faut que ça marche comme du monde. Il faut que tu aies un plan d'affaires qui tient debout. » Alors, c'est peut-être... Puis, en tout cas, il n'essayait pas de me vendre un produit. En tout cas, non. C'est un revirement. En tout cas, pour les gens qui ont acheté le début, la bauxite, le substitut de la bauxite, c'est plus ça maintenant. C'est une autre histoire. Et effectivement, la haute pureté de l'alumine. Alors, tant mieux, mais c'est un risque nouveau. Je ne sais pas si on peut en parler au point de vue technique, mais effectivement, il a explosé, puis il y a du volume en bébête, 11 millions. Effectivement. C'est difficile au niveau technique, parce que ça vient d'exploser, mais c'est assez cocasse ce que vous dites. Je regardais, là, le 16 de juin, là, le titre était aux environs de 40 cents là, à ce moment-là. Puis effectivement, il a atteint 70. Mais bon, ça part de loin aussi. Hein? On sait que le titre a déjà eu des sommets de 5,50. Là, donc, il faut aussi garder ça en perspective. Là. Mais à un moment donné, il vient à un moment donné où est-ce que tu peux aller plus bas. Là. À partir de là, il y a des changements qui s'opèrent, puis ça peut relancer le titre. Il faut quand même être prudent, là. Ça reste plein. Moi, j'aurais confiance. Je leur ferais confiance, mais un petit montant. Voilà, là, ça, faut pas un petit montant. Mais le fait que le gouvernement canadien s'est miliné là-dedans, que je me demande si c'est pas la FTQ ou sinon c'est la Caisse de dépôt ou Ressources Québec. Ressources Québec qui est participation majoritaire. Là. Ben, en fait, majoritaire, c'est eux le plus gros actionnaire, 12,5 quand même 35 millions d'actions. Puis là, tout le monde se met à racheter des actions. Là. On voit que c'est dans le vert. Là.
Les planètes sont alignées, là. Disons que ça va un peu mieux que ça allait. Oui, définitivement. Puis bon, écoutez, il y a juste à revenir une autre fois à votre émission, puis ils vont doubler nos coûts. On va être obligé de demander une commission pour l'émission. Surveillez les passages du président à l'émission. Oui, commission comme courtier, déjà. C'est cher. Vous allez acheter avant l'arrivée de l'invité, vous achetez. C'est ça. Non, c'est ça. Là, je vais vous faire accuser par la MF de délit d'initié. Ils n'ont pas sorti de l'ouvrage. Bon, Jonathan, 3 titres à surveiller. On va y aller tout de suite avec WPK, qui est Winpack. Je sais pas ce qu'on peut compagnie d'emballage qui a bien fait dans le passé, une compagnie de Winnipeg que j'aime bien, mais pour moi, il n'y a rien d'excitant. Là. Je me demande pourquoi j'achèterais ça. Là. Les autres, on va voir, il y a des facteurs, il y a des moteurs là, qui vont la faire avancer. Mais là, dans l'emballage, on va vers le recyclage, on va vers l'écologie. On essaie d'être le plus simple possible, le moins d'épaisseur possible. Winpack était des produits qui avaient beaucoup d'épaisseur. Or, donc, dans ce cas-là, là, moi, j'essaie de voir qu'est-ce qui ferait monter. La compagnie a eu des hauts et des bas. Là. Ça a monté au cours des derniers mois, mais je serais très prudent. Ça ne serait pas ma préférée. OK. Techniquement parlant, c'est dur de dire quelque chose contre le titre. Effectivement, regardez, depuis 2009 que le titre est en constance croissance. Là. On le verra dans quelques instants. Ça s'en vient, ça arrive. Oui, voilà, ça devrait être là. Donc, on voit ici la montée assez fulgurante là, depuis 2009. Mais la problématique, puis par rapport à son sommet de 2008, il a battu bien des fois son sommet. Oui. Mais comme vous mentionnez, de ce temps-ci, ce qui est problématique avec les marchés qu'on connaît, c'est que tu ne sais plus qui monte puis pour quelle raison. Parce que là, tout monte. C'est même que ça commence à brasser un peu qu'on va voir vraiment ceux qui sont solides ou pas. Parce que comme vous dites... Il y a des gens qui achètent parce que un titre n'a pas beaucoup monté. On dit on va l'acheter. Oui. Il faut regarder le fondamental, vous avez raison. Le technique. Oui, puis souvent les gens, tu sais, ils se disent 25$, le monde dit, mais là, de 5 il y a des titres, il y en a qui coûtent cher. Des fois, les gens vont aller vers des titres qui ne coûtent pas trop cher, puis ils se disent, bien, écoute, tout le monde, ça va monter. Alors, c'est sûr qu'il faut fondamental, je me fie à ce que vous dites, là, il ne semble pas avoir rien qui justifie la hausse. Pourtant, elle est là, mais est-ce que c'est une hausse de sympathie avec la montée des marchés? Alors, il faut être prudent là-dessus, définitivement, parce que c'est pas une compagnie sexée, là, puis moderne. Non, c'est clair. L'autre, Linamar, qui est dans le secteur automobile, fabricant de pièces automobiles, entre autres, là, concurrent de l'ancienne compagnie de M. Strolac. Oui, je cherche le nom depuis tantôt. Magna, c'est ça. Magna International. Voilà. Ça monte. Écoutez, ça monte plus que l'autre. Ça n'arrête pas de monter. Mais depuis la reprise dans le secteur auto. C'est ça. Je pense qu'encore une fois, il y a les moteurs, il y a des développements qui s'en viennent dans les moteurs à hydrogène, les moteurs à hybride. Il y aura beaucoup de changements dans le domaine parce qu'évidemment, on va remplacer les hydrocarbures. Alors, Linamar va certainement profiter de ce changement de la technologie, de la demande dans les marchés pour des produits moins polluants. Alors, Linamar est bien positionné dans ce contexte-là. C'est ce qu'on voit. Tu regardes le Magna, le MGA. Allez chercher, vous allez voir, c'est le même MGA. C'est le même graphique. Exactement la même chose. MGA.to. Ah non. Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est excusez, oui. MGA, Magna. Premier en haut. Oui. Voilà. Et voilà. Regardez, le graphique est pareil. Allez, on va mettre en mots, là. Même chose. Même affaire. Reprise, il nous reste 30 secondes. ATCO. ATCO, c'est un fabricant de bâtiments industriels. Lorsqu'il y a des travaux, un chantier, vous avez soit les cabanes d'Équimor au Québec ou ATCO. C'est bon, mais ils sont diversifiés dans la distribution d'électricité en Alberta. Mais c'est une compagnie très sûre. Moi, j'aurais confiance, mais qui ne fera pas de miracle. Michel, Jean-Paul, merci beaucoup à vous deux. Et on vous retrouve avec plaisir demain. Comptez le midi. Au revoir.